Le 4 août 1997, Christian Jambert est découvert mort par balle dans le garage de son pavillon. L'enquête conclut rapidement à un suicide. La nouvelle ne surprend pas grand monde à Auxerre, obsédé par les disparus de Lyon, écarté par sa hiérarchie et seul depuis son divorce, l'ancien gendarme était dépressif depuis de nombreuses années. Mais ses proches sont perplexes. Il devait être entendu comme témoin principal dans l'affaire Émile Louis 2 jours plus tard. Pourquoi se serait-il suicidé alors que l'enquête était en passe de le réhabiliter ? Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 6, la mort d'un gendarme. Le gendarme Jambert était quand même un homme seul contre tous, qui a été au bout de ses convictions, au bout de son métier, au bout de, je pense, son idée de la justice en réalité. Elsa Vigoureux, grand reporter. Des personnages comme ça, il y a quand même une dimension carrément héroïque, parce qu'il faut quand même bien savoir que sans lui, on ne serait pas arrivé là où on en est arrivé. Je trouve qu'on ne lui rend pas forcément les hommages et l'honneur qu'on lui doit, quoi. Christian Jambert, c'est d'abord un enfant de la DAS. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. Donc quand des jeunes filles placées en nourrice, des jeunes filles de la DAS, des jeunes filles handicapées ou légèrement handicapées disparaissent, il se sent concerné tout de suite, plus encore je dirais que pour d'autres affaires. Il veut protéger ces jeunes filles. Juillet 1996, Auxerre. Christian Jambert, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au palais de justice d'Auxerre. C'est le jour où Pierre Monnoy et Pierre Gonzalez de Gaspard sont venus déposer la plainte qui allait enclencher la réouverture de l'affaire. Frédéric Vézard, journaliste. Je me souviens très bien de cette image quand on est arrivé dans le couloir qui menait au bureau du juge. Ce petit bonhomme là qui était assis sur les bancs en bois. Christian Jambert est venu me parler. Et donc, on a parlé de l'affaire des disparus de Lyon, on a parlé de ce qu'il fallait faire. Il m'a parlé de son enquête. Et je lui ai dit, je vous ferai entendre parce que ça nous intéresse, ce que vous avez fait sur ce travail. Et il m'a dit des mots gentils en nous disant qu'on était sur la bonne piste et qu'il fallait pas lâcher. J'ai le sentiment aujourd'hui, mais c'est peut-être une question qu'il avait les larmes aux yeux. Enfin voilà, qu'il était très ému en fait par ce moment-là. Il voyait en fait, lui qui s'était battu dans le vide pendant des années, tout seul, il voyait comme ça qu'il était en train de se passer quelque chose, que c'était en train de repartir. Il en était très heureux, très heureux. Le 4 août 1997, la fille de Christian Jambert, Isabelle, reçoit un coup de téléphone de son frère Philippe, qui se trouve apparemment à la maison de leur père. Thierry Fournet, journaliste et réalisateur. Il a trouvé une lettre sur la table qui l'inquiète particulièrement. Il demande à sa sœur de venir le rejoindre dès que possible. Le 4 août 1997, je prends mon service à 10h le matin. Je suis Dominique Bornel et c'est moi qui ai fait les premières constatations au moment de la mort de Christian Jambert. J'arrive au bureau, il y avait l'adjudant du lac qui était de permanence. Quelques minutes après, mademoiselle Jambert est venue signaler qu'elle était passée chez son père et que personne ne répondait. Et nous nous sommes rendus au domicile de Christian Jambert. À notre arrivée, nous avons fait le tour de la maison, voir une éventuelle trace d'effraction ou quoi que ce soit. Rien, tout était normal. À partir de là, nous avons commencé à visiter les pièces pour voir si on trouvait Christian Jambert. Dans la chambre, nous découvrons une housse de carabine ou de fusil, on ne sait pas trop au départ. Elle est posée comme ça sur le lit.
On continue nos investigations. J'ai le souvenir d'un mot écrit dans la cuisine. Pour les assurances vie, il y a suicide, mais je suis malade, donc ça doit être bon. Pardon Isabelle chérie. Papa. Dans le garage, nous retrouvons Christian Jambert allongé, la carabine sur le ventre. On a fait les premières constatations, voir si il était décédé ou encore si on pouvait prodiguer les premiers soins. Nous, on n'a fait que vraiment les premières constatations, les photos, un petit croquis de la position du corps, de la pièce, voilà. C'est une carabine, 22 longs rifles, qui se réarme donc coup par coup, qui est posée en travers du corps de Christian. Le canon dirigé vers la tête. Nous, on n'a pas touché à l'arme tant que la brigade des recherches n'était pas là. Elle était en coup par coup. Dans ce genre de carabine, on réarme. Il faut vraiment ouvrir la culasse, la tirer, la ramener et la bloquer. Il faut réarmer à chaque fois que le projectile est parti. Il me semble me souvenir 2 ou 3 douilles. Après, on s'est aperçu qu'il faisait du tir dans son garage. On a retrouvé une cible au fond du garage qui était trouée. Est-ce que ces douilles faisaient partie d'un premier tir, d'autres tirs ? Les gendarmes essayent de contacter le docteur Lausier, qui est le médecin légiste d'Auxerre à cette époque. Celui-ci est en vacances. Et à défaut de pouvoir le contacter lui, on décide de contacter un médecin d'SOS Médecins qui, évidemment, n'est pas du tout spécialiste de ce genre d'opération. Ce médecin va arriver assez rapidement. Il va voir le corps, il va voir la position de la carabine. Il va constater effectivement un orifice d'entrée d'une balle. Rien ne le choque tellement, il discute avec Dominique Bornel et en 10 minutes, il clôt l'affaire et écrit son PV pour lui et il confirme le suicide. Le rapport du médecin se termine par cette phrase. En conclusion, suicide par arme à feu chez un monsieur dépressif depuis longtemps, avec déjà une tentative de suicide à son actif. On n'a pas le droit de refuser une réquisition, ça c'est clair. Vous êtes requis par le procureur, vous n'avez pas le droit de dire non. Jean-Pierre Lausier, médecin légiste. Mais vous avez le droit d'aller sur place et de dire « je suis pas compétent ». Ça, c'est autorisé. Ce qui n'a pas été fait. Donc je pense que dans l'affaire Jambert, ça aurait dû commencer comme ça. Et peut-être que les choses se seraient déroulées de façon très différente. Je crois que dans une carrière, vous rencontrez une personne de ce genre une seule fois. Thierry Bouilleveau, gendarme et ami de Christian Jambert. Dès mon arrivée à la brigade des recherches à Auxerre, j'ai rencontré Christian, donc Kiki, quoi, hein, et j'étais quand même assez stressé de le rencontrer parce que c'était un personnage dans le système judiciaire. Pour moi, c'est le meilleur enquêteur que j'ai pu rencontrer. Il savait poser des questions, il connaissait son dossier par cœur, et puis psychologiquement, il était très fort. Tout enquêteur d'unité recherche passe beaucoup de temps sur le terrain et Christian en passait 2 fois plus que les autres. Donc Christian n'était pas souvent à la maison. Il travaillait la nuit, il travaillait le jour. Je me souviens entendre sa voiture rentrer au petit matin. À 5h du matin, c'était Christian. Kiki avait passé la nuit dehors, il était au contact pour avoir des renseignements. Le gendarme Jambert, c'est pas quelqu'un qui avait un énorme charisme. Il avait avant tout le monde la réponse à ce fameux dossier des disparus de Lyon. Mais j'avoue qu'on le fuyait plus qu'on essayait de le rencontrer. Philippe Thuru,
journaliste à Lyon Républicaine de 1981 à 1996. Parce que, parallèlement à ses collègues gendarmes qui nous donnaient aucun fait divers, lui nous donnait un seul fait divers, c'était les disparus de Lyon, mais sans aller plus loin, en restant très très ambigu, très énigmatique, et je me répète, peu convaincant. Ses collègues gendarmes ne cautionnaient pas sa démarche, la justice ne suivait pas sa démarche. C'est affreux de dire ça aujourd'hui, mais j'insiste, à aucun moment on n'a porté une once de crédit en 84 à ce qu'avait écrit et ce que nous disait le gendarme Jambert. Celui qui apparaît à un moment donné dans ma vie d'avocat de manière extrêmement précise, c'est Jambert. Bernard Revest, avocat à Auxerre de 1974 à 2018. Parce que Jambert est client de mon cabinet, dans le cadre de son divorce. On se tutoie, on se connaît bien. Donc, il était un peu exubérant, mais plutôt cyclotimique, quoi. Il aurait été mieux flic que gendarme, lui, Jambert, parce que le poids de la hiérarchie dans la gendarmerie, je pense que ça a été pour lui beaucoup trop pesant compte tenu de sa personnalité et de ses capacités. Chez les flics, c'est beaucoup plus intuitif. Jambert, c'était un intuitif, pour moi. C'était un type qui était trop à l'étroit dans la gendarmerie pour pouvoir être suffisamment respecté ce dont il souffrait. Voilà, il souffrait de ça. Il souffrait de ça. En fait, c'était un type sympa, mais en souffrance. Il avait besoin d'être aidé, il avait besoin qu'on lui tende la main. Il avait des côtés très forts, parce que très intuitif, intelligent, comprenant les choses très rapidement. Puis un côté faible en même temps, mais tellement humain. Je suis pas très étonné qu'à un moment donné, il ait explosé sa vie, quoi. Parce que tout a cassé, quoi. L'histoire de sa vie personnelle, qui allait pas, l'histoire de Louis où il n'a pas été cru. La hiérarchie de l'époque n'a pas reconnu ce travail qu'il faisait, les jours qu'il a passés, les nuits qu'il a passées à travailler. Et effectivement, les notes se ressentaient dans ses dossiers. Par la suite, effectivement, Christian est muté à Nevers et il ne sera plus sur le terrain. Croiser les dossiers, faire des vérifications au papier, mais ne plus aller sur le terrain, n'aller plus au contact. Le terrain va lui manquer. Arrivé à Nevers, je ne vais pas dire qu'il était prisonnier de son travail entre quatre murs, mais pour moi, ça ne le comblait pas. La première fois que je rencontre Jambert, je pense qu'on est en janvier ou février 96. Stéphane Minca, journaliste. Et là, il y a une forme de désillusion de ma part, parce que Jambert, c'est pas du tout l'enquêteur hors pair que j'aurais pu imaginer. Ce que je vois, c'est un type totalement diminué, qui peine à se lever de son canapé et qui est en pyjama à 15h ou 16h. Et je lui dis « Bonjour monsieur, voilà, écoutez, je travaille sur une affaire sur laquelle vous avez beaucoup travaillé manifestement. Bon, Émile, oui. » Il me dit « Ah oui, ça me dit quelque chose. » C'est un petit bonhomme qui vit dans un pavillon sur les hauteurs d'Auxerre, qui est alcoolique. Voilà, sa peau très rouge, des yeux jaunes, voilà, un côté très, très fatigué. Il a été mis en disponibilité de la gendarmerie pour ces raisons-là, parce qu'il était dépressif, alcoolique. Et en fait, ce que je vais apprendre après, Jambert revient d'une très lourde tentative de suicide. C'est-à-dire que ça n'est plus du tout le gendarme tel qu'on l'avait décrit à une époque. C'est-à-dire que suite à 2 échecs sentimentaux, 1 an plus tôt, il a fait une tentative de suicide en forêt. Jambert va faire au moins 3 mois d'hôpital, plus 6 mois de HP derrière. Et c'est vraiment quelqu'un de très 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 diminué que je rencontre. Quelqu'un qui ne sait même plus qui est Émile Louis. Christian, on va très souvent s'appeler et je vais lui rappeler sa mémoire. En quelques mois, son enquête sur Émile Louis va lui revenir. Il va me raconter toute son histoire Émile Louis. Et finalement accepter une interview filmée. Christian Jambert participe alors à l'émission Perdu de vue.
Il explique avoir remis son dossier d'enquête préliminaire au parquet en demandant une enquête officielle et n'avoir plus jamais eu de nouvelles de l'affaire. Les émissions ont fait énormément de bien à Jambert. C'est-à-dire que le type qui était totalement dépressif, pas bien, etc., de voir son travail mis en avant, va lui faire un bien fou. 1 an plus tard, le gendarme est retrouvé mort dans son garage. Son suicide m'a évidemment surpris et attristé, mais on le savait malade. On n'a absolument pas, et personne à ce moment-là dans le dossier ne doute du suicide. J'étais étonné quand même parce qu'il avait dit « je vais témoigner, je vais tout déballer ». Il m'a dit « monsieur Mort, je vais tout dire ». Mais tout dire, est-ce que c'était sur Émile Louis? Est-ce que c'était... voilà, j'y crois sans y croire. Je suis perplexe par rapport à ça. C'est-à-dire que oui, on me dit c'est suicidé, ok, j'ai pas le lieu d'en douter. Mais je suis quand même perplexe parce que, je veux dire, à 15 jours ou 1 mois de témoigner, on se suicide pas, quoi. C'était mon témoin principal, c'était mon témoin numéro 1 et ça avait un vrai sens. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. C'était un gendarme qui avait travaillé, qui pouvait nous restituer son travail de l'époque. Et on demande son audition et 3 semaines après, il est mort. C'est d'abord un choc terrible. Moi, je peux vous dire que ça a été une des fois dans ma vie où j'ai eu le plus peur et où j'ai vraiment, je me suis demandé si on avait fait une bêtise, si on avait occasionné sa mort, si on était à l'origine de sa mort. Au moment de sa mort, il y a quand même des gens qui se posent des questions, en particulier les amis proches de Christian Jambert, par exemple la famille Pouillard. Thierry Fournet, journaliste et réalisateur. Monsieur Pouillard est garagiste, et sa femme est l'une des meilleures amies de Christian Jambert, elle est même un peu sa confidente. Christian était aussi un petit peu le défenseur de leur fille au Pouillard. Il était très présent. Et eux, l'ensemble de la famille, ne croient pas du tout au suicide depuis le départ. J'ai dû l'apprendre, sa mort, par le journal Lyon Républicaine. Je m'appelle Laurence Renaud, je suis la fille de Jean et Bernadette Pouillard. Christian Jambert était pour moi comme un membre de ma famille. C'est vrai que ça m'a vraiment surprise et très peinée parce que je l'avais vu la veille et il était très bien parce qu'en plus il se promenait, donc il passait devant la carrosserie et à chaque fois il venait me faire un petit coucou. C'est pas longtemps mais un petit bonjour, discuter. Il avait pas l'air du tout soucieux, rien du tout quoi, vraiment, il était bien. Au suicide de Christian, j'y crois pas, c'est pas possible. C'est franchement, non. Parce que quand on est déprimé, on n'est pas comme ça, quoi. Je veux dire que lui, il repartait, il avait une joie de vivre, il reprenait vraiment goût à la vie. Moi, j'ai eu cette carabine dans les mains, je l'ai même essayé, je peux dire. J'ai tiré avec. Jean Pouillard, ami de Christian Jambert. Et donc, il m'avait dit, fais attention, parce qu'il y a 2 sortes de tirs, soit coup, par rafale. Puis en effet, cette carabine est tirée par rafale aussi. Alors c'est pour ça que moi, il aurait voulu se suicider avec cette carabine, il n'aurait pas fait coup par coup, il aurait pris un système par rafale automatiquement. Il se sentait quand même plus ou moins menacé. Il se sentait suivi. On me suit. Quand je rentre le soir ou quoi, je sens derrière, au loin, on me suit. Oui, ça, il avait beaucoup de doutes de ce côté-là, quoi, ça c'est sûr. À la maison, des fois, j'ai l'impression que les volets ont été forcés et il dit, je me sens pas tranquille. Bernadette Pouillard, amie de Christian Jambert. Ça, il y a un jour, il me l'avait dit, il disait, Janou, le jour qu'il m'arrivera un pépin, que je serai culbuté ou quoi, tu sauras que ça a été fait volontairement. Quand j'ai appris dans les journaux qu'il s'était suicidé,
C'était pas possible. Et vu ce qu'il m'avait dit avant, que sa boîte aux lettres était ouverte et les courriers ouverts, je me suis dit ça, il sait trop de choses et il était gênant, devenu gênant. Alors on a essayé souvent de me dire que Jambert était dépressif, etc. Bon, même si on a été dépressif dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'on l'est tout le temps, hein, faut arrêter. Moi, quand j'arrive dans le dossier, c'est déjà un fait quasi acquis que c'est Émile Louis qui est responsable de toutes ces disparitions. Elsa Vigoureux, grand reporter. Et qu'il y a comme par hasard le seul gars qui enquêtait sur le dossier et qui avait compris que c'était Émile Louis qui était mort. Moi, quand j'arrive, c'est ça l'ambiance. Hein. Il y a quand même de quoi se poser plein de questions. J'entendais beaucoup trop dire que Jambert était dépressif et que donc il s'était suicidé. On me le disait même quand je le demandais pas, quoi. Moi, quand je l'ai fréquenté, je peux vous dire qu'il était bien dans sa tête. Hein. Pierre Monnoir, président de l'Association de défense des handicapés de Lyon. Sauf que moi, on me disait « Ouais, mais il est en pleine dépression, fais attention, etc. » Donc on essayait de m'écarter de lui. Il faut arrêter de penser qu'il s'est suicidé. Et puis, il n'y a rien qui correspond à un suicide. Et on nous affirme des choses qui ne tiennent pas, et ça ne correspond pas aux photos de la scène de crime. Les photos sont floues. On a 2 procédures le même jour. Ça, pour moi, c'est juste impossible, quoi. Enfin, donc, on a un document qui a été modifié, signé par un autre enquêteur. Le juge d'instruction va nous dire qu'il a été autopsié. En fait, on nous ment, parce que c'est un examen médico-légal. Donc on a tous les signes de quelque chose qui s'est pas fait dans les règles de l'art et qui a été manipulé. On informe les 2 enfants. Parce qu'ils ont le droit de savoir. Parce que c'est un devoir de le faire et c'est un droit. J'ai rencontré Isabelle Jambert, qui a été très méfiante par rapport à moi, mais comme j'avais sorti cette affaire des disparus, là, c'est un petit peu ouverte. Il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, donc il fallait qu'elle rencontre Didier Seban et Corinne Herman. Alors le fait qu'il n'y ait pas eu d'autopsie m'a complètement déroutée. Isabelle Jambert, fille de Christian Jambert. Puisque la gendarmerie m'avait affirmé qu'il y avait eu une enquête et notamment une autopsie. Donc une incompréhension totale et une grande colère. Ce que je peux dire, c'est que on aura traité Jambert aussi mal que les disparus de Lyon du point de vue de l'enquête. Didier Seban, avocat à la cour. Il fallait pas beaucoup d'imagination criminelle pour se dire l'affaire des disparus vient de ressortir, ça fait un tintamarre médiatique. Le principal témoin de cette affaire est retrouvé dans sa cave mort. Il faut mettre les moyens de vérifier et c'est désastreux, on l'a pas fait. J'ai l'impression de m'être fait avoir sur toute la ligne. C'est clair, qu'on m'a menti, plein de choses m'ont été cachées, finalement. Plein de choses m'ont été cachées. Et puis, une envie de savoir pourquoi, comment. Donc on va déposer une plainte avec constitution de partie civile pour demander qu'une autopsie soit pratiquée en accord avec la famille. Le corps est exhumé, il est envoyé à Paris pour autopsie. L'autopsie est confiée à une star à l'époque des médecins légistes, Dominique Lecomte. Lorsqu'il va être exhumé, lorsque on va avoir cette autopsie qu'on avait demandée, lorsqu'on va avoir accès au dossier, très franchement, dans n'importe quel autre dossier, je dirais la même chose, ça n'est pas un suicide. Le 2 avril 2004, 7 ans après la mort de Christian Jambert, Dominique Lecomte commence l'autopsie du corps. Et là, c'est un véritable coup de théâtre. Ce n'est pas une balle, mais 2 balles qui ont tué Christian Jambert. Donc je voudrais
qu'on m'explique des tas de choses. Pourquoi les scellés ont disparu, pourquoi il n'y a plus de traces, pourquoi l'autopsie n'a pas été faite. Toutes ces choses-là, je veux qu'on me les explique, je veux qu'on me dise pourquoi. Si ça n'a pas été fait, il y a forcément quelque chose. C'est volontaire. Pour moi, c'est volontaire. C'est une volonté de cacher la vérité. J'ai toujours ça quelque part que j'ai mal fait. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast d'Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions, et écrite et réalisée par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.